et dépasse le cadre de la liberté d'expression dont vous vous prévalez et que votre pays défend activement. Je vous demande en conséquence de bien vouloir publier intégralement cette lettre au titre du droit de réponse. Veuillez croire, monsieur le directeur général, à l'assurance de ma considération distinguée. C'est signé Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun. C'est ce qui est bel et bien écrit. J'espère seulement, monsieur l'ambassadeur, que la lettre a été bel et bien lue devant le monde entier, puisque elle est, justement, cette lecture est en guise de votre droit de réponse. Mais pour mieux comprendre la situation, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, vous également qui nous suivez ce matin, allons regarder cet élément où on parle justement de cette suspension, j'insiste là-dessus, de RFI et de France 24 du côté du Mali, et vous verrez comment Emmanuel Macron répond à cette question. Merci. Valérie Gasse pour RFI. Monsieur le Président, les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Est-ce que vous pensez que c'est un signe nouveau de la détérioration des relations entre la France et le Mali qui continue depuis quelque temps? Et comment comptez-vous réagir? Merci pour cette question. En effet, elle renvoie à ce sujet si important qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer, puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Je crois que je vais devoir cette fois-ci y aller, parce que je parle à Monsieur Trudeau dans 20 minutes maintenant, donc là j'aurai un problème. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, il y a sans doute des questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais ce furent les questions que vous ne m'avez pas posées. Pour tout le reste, je continuerai d'être demain auprès de certaines et certains d'entre vous à Pau, parce que je crois que je répondrai à des lecteurs et à certains de vos confrères, et je continuerai ainsi cette campagne. Merci beaucoup pour votre attention. Messieurs, vous avez suivi là Emmanuel Macron, président Badakani, je vais me tourner vers vous. Y a-t-il une loi sur terre qui oblige les Africains à aimer, on va le dire comme ça, la France? Chengol, d'abord, avant d'y arriver, oui, je voudrais m'intéresser au contenu du droit de réponse. Parce qu'il faut commencer par là. Lorsqu'on est un ambassadeur d'un supposé grand pays comme la France, je crois qu'on est entouré de services compétents, oui, qui vous apprennent à rédiger un droit de réponse. Lui a rédigé un droit de réponse sur la forme et sur le fond. oui. Sur la forme et sur le fond, on voit qu'en termes de droit de réponse, on a affaire à un charabia. Et venant de l'ambassadeur de France, ça ne me surprend pas. Ils ne sont pas cultivés, ils sont intellectuellement indigents, ils n'ont pas le niveau pour discuter avec le moindre Africain. Pour la simple raison qu'on est dans le contexte que vous venez de présenter. Oui. Mais je vais y revenir. Vous ne pouvez pas. Il n'est pas journaliste, je suppose. Donc il peut se rapprocher des experts journalistes. Il n'en manque pas, je suppose. Ils ont essayé de communication là-bas. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc il devait se rapprocher d'eux. Et je suppose qu'il a fait. S'il a fait, c'est grave. Ça veut dire que la cellule de communication de l'ambassade de France ne vaut rien. S'il n'a pas fait, c'est encore grave.
ça renseigne davantage sur l'individu. Et le connaissant, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. C'est quelqu'un de fondamentalement léger, comme tous les ambassadeurs, il est léger. Parce qu'il se croit en territoire français. Il se croit dans un territoire conquis? Non, il se croit dans un sous-département. Dans un sous-département d'outre-mer de la France. Et du coup, dans cet endroit-là, ils sont légers. Ils sont légers, consistants. Mon cher Ngo, d'abord, vous n'extrayez pas, on n'extrait pas des bouts de phrases d'un ensemble de tests, que ce soit des tests sonores, n'est-ce pas? Vous n'extrayez pas de bouts de phrases et vous les mettez dans un communiqué, vous dites, ça c'est contraire à la déontologie. Ça c'est contraire à la déontologie de votre métier. Oui. Parce que justement, en le faisant, vous violez la déontologie. Vous violez les principes du métier. Vous n'extrayez pas. Vous restituez le contexte général du test sonore. Vous restituez le contexte. Comme ça, on a le temps de... Vous voyez ce que vous venez de faire. Vous avez montré tout l'élément concernant ce que vous voulez illustrer. Oui. Par rapport, n'est-ce pas, à la sortie de ce qu'on appelle président de la France. Mais ce n'est pas le cas. Il prend des bouts de phrases, il les extrait. Nous l'avons toujours fait sur ce plateau, il faut le préciser. Il les extrait, on peut tolérer ça. Ce qui est grave, c'est qu'il décide, lui, qui n'est pas journaliste, qui n'est pas une instance de régulation dédiée à la question, il décide que ça, ce n'est pas de la déontologie. Et c'est contraire, n'est-ce pas, à ce qu'il appelle quoi? Parce que moi, j'ai le texte ici. Je vais le lire. Ces allégations mensongères inacceptables sont contraires à la déontologie de votre profession et dépassent le cadre de la liberté d'expression dont vous vous prévalez et que votre pays défend activement. Allégations. Il faut démontrer que ce sont des allégations. Et ça ne demande pas trop pour l'ambassadeur qui a une série de communication. Vous prenez une page de plus ou 3 pages de plus, vous mettez en addition, n'est-ce pas? En addition, n'est-ce pas, à votre demande de droit de réponse, pour dire que voici la preuve que ce sont des allégations mensongères. Sauf si vous croyez que la parole de l'ambassadeur de France vaut loi, a de l'autorité. Il y a longtemps qu'il se trompe d'endroit. La parole de l'ambassadeur de France pour nous, je dis que je continue par la suite. Donc c'était important de rappeler ça pour dire que déjà par rapport à ça, par rapport même à l'exigence du droit de réponse, c'est léger comme droit de réponse. Pour un pays comme la France, qui se vante d'être un grand pays, on attend mieux que ça d'un ambassadeur qui veut s'adresser, n'est-ce pas, en respectant les règles, n'est-ce pas, à un média à qui il donne des leçons. Ça c'est. Donc il ne faut pas que les gens entendent ça, et d'office, comme c'est l'ambassadeur de France, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il a relevé ça, c'est vrai. L'émission durant lesquelles ces propos ont été tenus, mon cher Ngos, ceux qui les ont tenus ont des arguments pour démontrer ce qu'ils ont dit. Oui. Parce que nos émissions, en général, sont des endroits où on dit une chose, on démontre la chose. Donc, si il faudrait faire une émission de Montaigne pour que nous démontrons, n'est-ce pas? Nous démontrons pourquoi on a dit ça. On l'a toujours fait, par exemple, en ce qui me concerne, je me reconnais là. C'est moi qui ai dit le premier quand Déby est mort que son assassin s'appelle Macron. Et je répète ça tous les jours. Bon, et l'ambassadeur de France, il est quelle instance judiciaire pour oser m'interpeller sur la question? Il est une instance judiciaire. Si on m'interpelle dans l'instance judiciaire, je vais démontrer. Je sors les arguments qui m'amènent à dire depuis des mois que celui qui a tué Déby, c'est Macron et M. Le Drian. Je le dis depuis. Est-ce que je me cache? Bon, alors, l'ambassadeur de France peut ne pas être content de ce que je dis. Mais de là à dire que, à opposer sa parole à la mienne, quand c'est une parole contre la parole d'une autre personne, on est là dans un domaine qui ne relève pas, mon cher Ngos, du droit, de la recherche de la vérité, mais d'un trafic d'influence, n'est-ce pas, qui consiste à faire croire que comme je suis ambassadeur, ma parole dépasse celle d'un panéliste. Ces manipulations-là, monsieur l'ambassadeur, on connaît ça. C'est moi qui dis ça tous les jours et j'attends qu'on démontre le contraire. Quand j'ai fini de dire ça, revenons maintenant. L'élément que vous venez de présenter, mon cher Ngos, c'est du génie ça. Ça situe le cadre dans lequel, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler cette querelle entre nous et monsieur l'ambassadeur de France. Oui. Je l'ai appelé, j'ai dit monsieur l'ambassadeur de France ce matin. Oui. Monsieur l'ambassadeur de France. Waouh, ça m'arrive souvent. Donc, le cadre dans lequel, n'est-ce pas, il faut inscrire ce conflit, parce que vous savez ce qu'il y a derrière. Après le droit de réponse, je les connais. Il est question d'engager une démarche auprès du CNC pour interdire DBS. Je connais, on est habitué.
Ils font ça tout le temps. Mais nous, on les tape toujours. Nous, on les gagne toujours. On les frappe toujours. C'est la France elle-même qui a décidé de devenir notre marchepied elle-même. Tout à l'heure, je vais démontrer en quoi c'est la France même qui a décidé qu'elle n'est pas à notre niveau. Elle n'est pas à notre niveau. Donc, voilà le problème. C'est-à-dire, quel est le cadre dans lequel cette guerre intellectuelle, médiatique, tout ce que vous voulez, se passe? C'est dans un cadre où un petit garçon, prétendument président de la France, décide que l'Afrique lui appartient, sans demander à personne, au XXIe siècle. C'est-à-dire, il décide que l'Afrique lui appartient. Vous avez vu la manière dont il a interprété la suspension des RFI de France 24 au Mali. Oui. Il a dit que c'est une atteinte grave à la dignité, non, à la haute valeur du peuple malien et du Mali. Ce qui suppose quoi? Que pour lui, le Mali n'a pas d'autorité. Il n'y a aucun Malien, aucune autorité malienne qui puisse définir ce qu'on appelle valeur du Mali et du peuple malien. C'est lui qui le fait. Mais il allait plus loin. Il va convoquer, il a donné un ordre à l'Union africaine et à la CEDEAO de faire ce qui va suivre. C'est-à-dire, on connaît la suite, de sanctionner davantage le Mali. Il ne s'est pas arrêté à ça. Il dit qu'il va convoquer le président de la CEDEAO, en l'occurrence, monsieur Nana Akufo-Addo. Voilà, il va le convoquer dès demain, pour qu'il vienne s'expliquer sur le fait que, comme il est président de la CEDEAO, et un pays membre de la CEDEAO ose sanctionner, n'est-ce pas, RFI et France 24. Donc voilà le contexte dans lequel ça se passe. Dans quel monde, dans le monde aujourd'hui, en dehors de l'Afrique et du président français dans son rapport à l'Afrique, on voit ça où? Mon cher gosse. On voit ça où? Et c'est sorti de ce petit garçon trahit, mon cher gosse, l'idée même générale que l'État français se fait officiellement de ce qu'on appelle la liberté de la presse et du journalisme. Quelle est l'idée générale qui ressort de ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous prenez son intervention, sa sortie, et je suis très fier que quelqu'un soit l'ambassadeur d'un pareil monsieur, j'y reviendrai, parce que moi, je ne peux pas être ambassadeur, je démissionne de la diplomatie. Si j'ai pour président un type comme ça, je démissionne de la diplomatie. Parce que je suis un homme d'honneur. Pour pas être un homme d'honneur, diplomate de carrière, c'est peut-être été dirigé par un type de cette envergure. Cette envergure. Donc, je mets ça de côté. L'idée, c'est quoi? C'est que tout ce que vient de la France, oui, en termes d'information médiatique, en termes de flux médiatique, nous, les Africains, on doit seulement consommer et boire. On n'a pas le droit de remettre ça en cause. Dès qu'on remet en cause, c'est une déclaration de guerre à la France. Voilà le cadre général, n'est-ce pas? Voilà l'idée générale, n'est-ce pas? Qui met en mouvement l'État français dans son rapport à la liberté de la presse et au métier qu'on appelle journalisme. Je tire les conséquences des propos de celui qui est le président de la France et qui est le patron de celui que vous appelez ambassadeur de France au Cameroun. C'est-à-dire, voilà l'idée qui se fait de la presse. C'est-à-dire, à mon de vision, interrogé par vos confrères, si on peut les appeler comme ça. Ce ne sont pas des confrères. Voilà, bon. Alors, il dit que le fait que l'État malien ait suspendu RFI, c'est une atteinte grave aux valeurs du peuple malien et à l'État aux valeurs du Mali et du peuple malien. Et qu'en conséquence, donc, il faut une terrible répression qui doit s'abattre sur l'État malien, en termes diplomatiques, en termes de sanctions. Et il va donc convoquer la CEDEAO et l'Union africaine. Donc, cette décision, M. Ngos, équivaut donc à une déclaration de guerre qui nécessite des réactions diplomatiques appropriées. Il faut bien comprendre. Voilà ça. Ça trahit un ordre de l'information que je viens de décliner devant vous, à savoir, d'un côté le Nord, la France, docteur, maîtresse, c'est-à-dire magie, c'est-à-dire, comment on dit ça, juge, législateur universel, de ce qu'on appelle le journalisme, méthode de la presse, et d'un côté, des consommateurs qui, quand ils ne consomment pas, on les fouette, on les sanctionne. Ils n'ont pas un mot à dire concernant la qualité de ce qu'ils reçoivent. Parce que quel est le crime de l'État malien? C'est simplement de leur part d'avoir exercé un droit, celui d'apprécier, n'est-ce pas, en tant que victime, en tant que consommateur, en tant que récepteur de flux d'informations, n'est-ce pas, qui viennent des médias officiels français. Oui. L'État malien a seulement exercé le droit de savoir, j'ai le droit de qualifier ça de mauvais, de non conforme,
En fait, l'État malien a fait ce que celui que vous appelez l'ambassadeur de France est en train de vous demander de faire ce matin, un droit de réponse, c'est-à-dire qualifier et apprécier notre travail. Bon, lui, il a ce droit. Mais quand l'État malien exerce ce droit, celui qu'on appelle président de France s'exprime dans les termes qu'on vient de voir. Ça se passe de commentaires. À partir de là, à partir de là, ça se passe de commentaires. Et on voit ce qui nous oppose, non seulement à la France, mais à ceux que vous appelez l'ambassadeur. Ce qui nous oppose, ce sont des rapports de guerre. C'est un État colonial qui nous colonise, nous brutalise et nous interdit de parler. Parce que si on parle, on va subir des sanctions de toutes sortes. C'est cela qu'il s'agit. Et on verra si dans ça, ils sont capables de tenir. Deuxième élément, ça c'est le cadre général. À partir de là, on comprend ce qui se passe. Monsieur Ngos, on ne fait pas votre métier en temps de guerre comme on le fait en temps de paix. Du tout. On est d'accord? On ne fait pas votre métier, hein, comme on le fait normalement, lorsque votre pays est victime d'un impérialisme, que vous subissez matin, midi, soir. Le journaliste qui est victime de l'impérialisme, n'est-ce pas, ne peut pas se comporter comme le journalisme d'un pays qui impérialise l'autre. C'est-à-dire que les journalistes français ne peuvent pas se comporter à notre regard comme vous vous comportez à leur regard. Pour la simple raison que, face à l'Allemagne, les médias français se sont comportés comme des Français. Oui. Et les Allemands se comportaient comme les Allemands. Les Allemands. C'était normal pour les Français, qui estimaient que le démon sur la terre, c'est Hitler. Et c'était normal, au nom de la liberté, au nom de la souveraineté française, au nom du droit de la France à exister. Et les Allemands pensaient que la France, c'est un microbe pour l'humanité, c'est une horreur. C'est une erreur de la nature d'hésiter. Il faut l'effacer de la terre. Voilà ce qui s'est passé. Hein. Donc vous voyez que dans des conditions, dans le contexte précis, quand on met de côté les principes généraux et universels de votre métier, que Troisa connaît très bien, mais quand il s'agit de l'inscrire dans un cadre historique, concret, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et on est désolé de rappeler ça à un ambassadeur. On est désolé de rappeler ça à un ambassadeur. Alors quel est l'état de la presse? Liberté de la presse dans le pays du monsieur qui donne les leçons. On va aller pas à pas. D'abord, vous avez rappelé tout à l'heure la fermeture de RT, Russia Today et de Sputnik. Oui. Pourquoi? Ils faisaient leur travail simplement. Et de manière illégale, l'Union européenne et la France les ont fermés. Ils ont fermé illégalement pour après essayer de régulariser la fermeture. Parce que c'était tellement flagrant qu'ils sont allés après convoquer l'organe de régulation pour le cas français, pour maintenant inventer des motifs de la fermeture, après coup. Dans le cas d'espèce, l'Union européenne a exercé un non-droit, une voie de fait absolue, mon cher gosse. Le cas de Sputnik. Les gens nous écoutent. Dans le pays de monsieur l'ambassadeur qui nous donne les leçons, comment est-ce que lui, il analyse la concentration des médias dans les mains des milliardaires? C'est ça l'idéal des droits de l'homme? C'est ça l'idéal de la liberté de la presse dans le contexte français? Parce que je pense que lui, il est censé avoir lu les humanités de son pays. Ces humanités qui sont la matrice mère de la liberté de la presse, mon cher gosse, et des libertés publiques. Oui. Moi, je voudrais savoir, c'est-à-dire, comment peut-on justifier philosophiquement et déontologiquement, n'est-ce pas, le fait que les médias soient concentrés dans les mains des milliardaires, mon cher gosse? Comment peut-on analyser la couverture du coronavirus en France? C'était quoi? La liberté de la presse? Ou bien on avait fait un enrégimentement, n'est-ce pas? On a enrégimenté la presse. C'est-à-dire qu'on en a fait des bataillons de guerre pour traquer et museler toutes les voix contraires qui, même scientifiquement autorisées, disaient le contraire de la propagande gouvernementale. On l'a vu. Mais c'était quand même le scandale des scandales. De voir comment l'ensemble des médias français, médias d'État et médias non étatiques confondus, ont traité la question du coronavirus, mon cher gosse. Et le sort qui a été réservé aux voix dissidentes, mais ici, il peut lire son droit de réponse. Il peut lire. Quelle élégance de notre part. Il peut lire. Mais en France, ceux qui disaient autre chose que les vérités officielles du coronavirus, on les conduisait dans les asiles psychiatriques. Des professeurs. On les chassait de leur métier. Ils perdaient leur travail. Et ils subissaient alors une violence médiatique jamais vue. C'est-à-dire, on portait tête à lui, jamais vu, mon cher gosse. Mais lui, ici, il a un droit de réponse. Et c'est bien de lui donner le droit de réponse. Pourquoi on montre au monde quel est son niveau, même en termes d'écriture. Donc, quand on voit donc
l'ordre de l'information que la France promeut en Afrique, est-ce qu'on peut dire que la France, et en particulier l'ambassadeur de France au Cameroun, comprend une seule chose à votre métier? Du tout. Il comprend. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, la moindre virgule de mon métier, est-ce qu'il comprend ça? Maintenant, parlons de l'actualité ukrainienne. Mon cher Gosse. Rapportons-nous à l'actualité ukrainienne. Donc, rapportons son droit de réponse à l'actualité ukrainienne. Parce que quand on est ressortissant d'un pays qui est le fils aîné de l'Église catholique, on connaît au moins, n'est-ce pas, une des vulgates, n'est-ce pas, des enseignements de l'Église catholique, qui s'appuient sur la Bible, qui se sont autorisés à dire que c'est leur livre. Oui. Que dit la Bible? Qu'avant de voir la paille qui est dans l'œil du voisin, il faut faire quoi? Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Entre la poutre et la paille, qu'est-ce qui est plus grand? Allez savoir. Hein? Entre la poutre, il faut enlever la poutre qui est dans ton. C'est pour ça que nous rapportons, n'est-ce pas, le droit de réponse au contexte même de la France. Et regardez la crise ukrainienne. Quel est le rapport des médias français, étatiques comme privés, à la Russie et à son président? N'a-t-on pas de façon solennelle demandé qu'on assassine Poutine dans les médias français? N'est-on pas dans les médias français tous les jours? On a organisé des débats. Non, vous êtes gentil. Je dis que c'est un appel au maître. Un maître public dans les médias. Avec David Pujadas. Pas une fois, pas dans un média. Dans plusieurs médias et de manière synchronisée. Monsieur Troisa. Mais il y a même plus grave. Ils ne se sont pas arrêtés à ça. Des émissions sont consacrées pour démontrer que Poutine est mentalement fou. Il est fou. Qu'il est mentalement déréglé. Des docteurs sont convoqués pour venir démontrer ça de manière apparemment scientifique que Satan ne tient pas bien. Pendant ce temps, pour le président Poutine, on cherche encore. Mais il y a un grand malade universel que tout le monde voit. Et qui est l'ami du président français, M. Joe Biden. Non seulement il bave en public, mais il confond en public sa vice-présidente à son épouse. Il confond l'Ukraine à la Russie. Il confond l'Ukraine à l'Iran. C'est-à-dire que devant eux là, les mêmes médias là, ils cherchent à savoir si Poutine est malade. Mais devant eux, il y a quelqu'un qui manifeste ouvertement les signes de maladie et de sérénité. N'est-ce pas? Ils ne voient pas. Mais ça, c'est au nom de quel principe du journalisme? C'est-à-dire, ce type de discrimination dans le traitement de l'information, ça relève de quoi? Un niveau aussi élevé. C'est-à-dire que lui dit que l'on a dit que il faut qu'on a accusé la France d'avoir assassiné. Mais dans les médias français, on n'accuse pas. On demande d'assassiner pour Poutine. Qu'il faut le tuer. Que si on veut le sauver, si on veut que l'Europe soit sauvée, il faut tuer Poutine, mon cher Goff. Alors, comment les médias français, mon cher Goff, ont traité l'information lors de la guerre de l'OTAN en Yougoslavie? On va aller par ça. En Yougoslavie. Oui. Comment les médias occidentaux en général, et en particulier les médias français, ont traité l'information? Je vais vous donner un symbole grave. Reporters sans frontières, c'est une organisation qui répond du droit de quel pays? Français. Vous savez ce qu'ils ont fait lors de la guerre de Yougoslavie? Vous allez me le dire. Lorsque l'OTAN a bombardé un immeuble à Belgrade et a tué 17 journalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Silence total. Ils ont reçu l'ordre de l'État français. Au nom de la solidarité avec l'OTAN, silence, c'est-à-dire des confrères ont tué, ont mis sur le paillasson la mort de 17 confrères bombardés par l'OTAN au nom d'un ordre reçu du sommet de l'État pour préserver la solidité des liens entre la France et l'OTAN. Je parle au monsieur de l'ambassadeur. En Syrie, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali, quel est le comportement des médias d'État français? Puisqu'il est question de savoir la culture médiatique d'un État. Quel est le comportement? Mais, mon cher gosse, vous me regardez, je pose la question. D'où vient le culot de ce monsieur pour oser faire un droit de réponse? Il est courageux. C'est vraiment un Français. Il est courageux. Parce que moi, si je vis dans un pays dont la pratique officielle en termes de journalisme, c'est ceci, mais je me cache. C'est-à-dire, je me tais, je ne parle pas pour ne pas aggraver les choses, je me tais. Mais avoir le courage de réagir sur ce qu'ils appellent allégations. Alors que ici, ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits établis. Il faut être français pour le faire. Il n'y a que la France pour le faire. Alors, en Côte d'Ivoire, au Mali, comment on traite l'information? Il y a plus grave. Les journalistes français
des médias publics français, aujourd'hui reçoivent Gbagbo, court après lui, reçoivent son épouse. Comment les ont-ils traités hier? Et si on est cohérent, mon cher gosse, on peut avoir traité, pour les cas cités de ces deux-là, de la sorte, comme ça a été fait en son temps, et avoir le courage de se mettre en face d'aujourd'hui et de les interviewer. Il n'y a que les Français pour le faire, comme le font les Américains aujourd'hui au Venezuela. Il n'y a que eux pour le faire. Et ça trahit la valeur, la consistance éthique et morale de ceux, n'est-ce pas, au nom de qui parle celui que vous appelez ambassadeur de France. Eh bien, il est fâché que l'on ait traité M. Macron d'assassin. Qui a traité M. Bachar d'assassin? C'est pas vous. Pas un journaliste. C'est celui qu'on appelle Hollande. Celui appelé Hollande. Qui exerçait en tant que président de la République. C'est-à-dire, un autre président, il a traité Bachar el-Assad d'assassin de son peuple. Pendant que c'est eux qui bombardaient. Hein. C'est eux qui bombardaient et massacraient la Syrie. Lui, il a traité Assad d'assassin. Mon chien gosse. Mais n'allons pas loin. Puisque l'ambassadeur veut qu'on descende à son niveau. On n'a jamais voulu faire ça. Qui nous a traité d'être stipendiés par la Russie? Qui a dit que nous avons pris l'argent, que nous prenons l'argent à la Russie pour développer le sentiment anti-français? Qui l'a dit? Macron. Ce n'est pas l'ambassadeur. C'est son patron. Lui-même, il l'a dit. Hein. Non, lui peut le dire, il ne veut pas grand-chose. Lui peut dire, c'est pas intéressant. Oui. Si l'ambassadeur de France parle de nous, c'est pas intéressant. C'est qui l'ambassadeur de France? C'est qui? Bon, vous le considérez. Moi, je n'ai aucune considération pour l'ambassadeur de France. C'est qui? C'est qui? C'est qui l'ambassadeur de France? Il n'y a qu'en Afrique, encore où on considère quelqu'un qu'on appelle l'ambassadeur de France. Vous honorez les criminels qui pratiquent la criminocratie d'État et qui, à titre individuel, assument les pratiques criminelles de leur État. Vous voyez que moi, je dis. Mais, si c'était lui, ça ne m'intéresserait pas. Mais c'est son patron, officiant comme président de la France, qui nous a calomniés à Mondovision. Mon cher gros. Diffamé, pas calomnié. Calomnié, diffamé à Mondovision. Sans apporter la moindre preuve. Est-ce qu'il est digne pour un président, soi-disant, de calomnier, entre guillemets, des inférieurs? Puisqu'il est quand même, si on considère la démagogie politique, oui, n'est-ce pas, et la démagogie diplomatique, il est quand même le président de la France, non? Donc, a priori, il est plus important que vous et moi. Oui. Mais comment quelqu'un qui est supérieur peut descendre en chutant de sa hauteur pour venir calomnier, diffamer des vauriens comme nous, en disant que nous prenons de l'argent aux Russes pour attaquer la France? Ça veut dire au moins deux choses. Un, qu'il est plus petit que nous, parce que là il a menti. Et que bon, si lui il est plus petit que nous, qu'en est-il de son ambassadeur? Avons-nous écrit un droit de réponse à M. Macron? Du tout. Avons-nous envoyé un courrier à M. l'ambassadeur pour dire que voilà le niveau de ton patron? Calomnier les gens, les diffamer à Mondovision, mais il n'est pas le seul. Ça a été repris par les médias officiels français et par un appendice du système médiatique français, Jeune Afrique. Puisque ma photo hier, on a fait une page. Quel honneur, on m'a consacré une page pour dire que je reçois l'image, n'est-ce pas, chez les Russes. Est-ce que mon honneur a été attaqué en ce moment-là, mon chien? Votre honneur a été attaqué? Du tout. Monsieur l'ambassadeur, à qui j'accorde, pour quelques instants, une certaine épaisseur éthique. Non, il peut de temps en temps avoir des survivances éthiques dans sa tête. Pour se rappeler qu'il ne fait pas autrui que tu ne veux pas qu'on te fasse. As-tu pensé un seul instant à nos familles, à nos enfants, à nos amis? As-tu dit un mot? C'est pour lui demander, c'est pas à son niveau. Il prend un droit de réponse, comme ça, parce que quand il est assis dans son bureau, il nous voit assis le matin, il a des maux de tête, et il est malade toute sa journée. Eh bien, on va l'empoisonner la vie jusqu'à son départ. Nous allons l'empoisonner la vie jusqu'à son départ. Parce qu'il va nous voir chaque matin, mon chien gosse. Alors, à propos du comportement des ambassadeurs au Cameroun, mon chien gosse. En tout cas, j'allais oublier. Récemment, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire dit quoi concernant les Africains? C'est récemment là, en Côte d'Ivoire. C'est acceptable ça? Et sur un plateau de télévision Mais, nationale. Mondovision, c'est la diplomatie? C'est quoi? L'Afrique lui a fait quoi? Il peut avoir des problèmes avec un Africain. Mais de là à généraliser à tout, qu'est-ce que l'Afrique a fait à cet ambassadeur? Et vous savez pourquoi il s'en est pris aux Africains, non? À cause de notre rapport à la crise malienne, vous vous souvenez? Oui. Il n'acceptait pas que les Africains ne comprennent pas la politique française au Mali. Et du coup,
Il nous a accepté de quoi? Mais, de corrompus. continuer. Tous les Africains au Mali. J'espère que son collègue Kamouna a vu. Il a certainement apprécié la vidéo. Mais aucun Africain n'a exigé, n'est-ce pas, aux médias ivoiriens en question, et c'était le média officiel, un droit de réponse. Pour chaque Africain était en droit de dire que j'ai un droit de réponse. Donc ça aurait pris 2000 ans sur Terre pour qu'on lise le droit de réponse de chaque Africain tous les jours, mon cher gosse. Alors, le comportement des ambassadeurs au Cameroun, comme par exemple ce droit de réponse, mon cher gosse, est-ce que la réciprocité est possible en France? Non. Est-ce qu'il est possible pour un ambassadeur africain d'exercer un droit de réponse dans un média français parce qu'il estime que son pays a été calomnié ou diffamé? C'est possible? Non. Du tout. Mais il y a un ambassadeur qui avait oublié ça, africain. Peut-être il avait oublié. Il était trop sérieux. Il a pris son travail très au sérieux. C'est l'ambassadeur du Mali. Il est allé au Sénat français et au lieu de magnifier la présence française au Mali, il a fait l'erreur, après avoir magnifié, de rappeler quand même qu'il était important qu'on rappelle les militaires français à l'ordre, parce qu'ils avaient le comportement de voyous au Mali. Vous savez ce qui s'est passé? Vous voulez que je répète ça à mon devoir? Oui, répétez. C'est normal qu'on le répète aujourd'hui. On l'a chassé, mon cher gosse. On l'a chassé de la France. C'est-à-dire, on a dit au Mali, vous-même vous rédigez, vous allez dire, en fait, nous le chassons parce qu'il a dit ça, mais vous allez écrire qu'on l'a chassé parce qu'il est incompétent. C'est-à-dire, trouvez une autre raison. Mais chassez-le. On l'a chassé. Mais quand le Mali a fait la réciproque, c'est pas avec l'ambassadeur de France, qui outrepassait ses fonctions au Mali, qui était le vrai président au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? L'Union européenne est sortie. Le monde entier, le monde occidental est sorti pour être solidaire des ambassadeurs de France. Et quand nous qualifions donc, quand il dit que dans notre média, on a traité ton patron de premier raciste de France, qui est fou? Qui est fou? C'est lui ou bien c'est nous? Voilà la preuve évidente du racisme. Entre 1000 preuves, hein, il y a 1000 preuves. Voilà une preuve évidente que M. Macron, je répète ce matin, c'est un petit raciste. Petit raciste. J'allais dire encore, petit crypto-nazi. Monsieur Ngoss, je suis en train de chuter. Qui a élevé... Non, j'ai bien un autre argument. Ici, chez nous, les ambassadeurs de France vont jusqu'à être anoblis traditionnellement devant les écrans télé. Et en culotte. Ok, c'est bien de préciser. Oui. La réciprocité est possible. Vous pouvez voir un ambassadeur africain devenir duc ou bien comte. Hein, n'est-ce pas? D'une ville de Paris à Paris. C'est-à-dire qu'il est en fonction et qu'on l'appelle. Vous avez vu ça? Les gens pensent, on va dire que c'est normal, que vraiment non. Les chevaliers traditionnels sont libres de donner un titre à n'importe qui ils veulent. Je dis seulement que oui, parce que vous les Africains, vous êtes ce que vous êtes. Est-ce qu'en France, c'est possible? Donnez-moi l'exemple de l'ambassadeur africain en France qui a été anobli selon les rites traditionnels des Français. Vous en connaissez? Et lui quand on le reçoit, il est content. Hein? Il dit que vraiment les Africains l'aiment trop. C'est pour ça qu'il montre ça à Monde Vision, pour montrer la solidité des relations entre la France et l'Afrique. Mon cher gosse, qui a élevé au niveau d'un héros universel le toxicomane de Kiev? C'est eux-mêmes. L'Occident en général et la France parce qu'il y a une Oui. Bon, ok. Je vais vous donner les performances de ce héros universel en matière de liberté de la presse. En février 2021, il a fermé 7 chaînes de télévision en Ukraine. Je répète, le héros universel des Français, dont l'ambassadeur est si attaché à la déontologie, la liberté de la presse, a fermé, je dis bien, en février 2021, 7 chaînes de télévision en Ukraine. Vous avez entendu un seul mot dans les médias français? Du tout. Les fédérations de journalistes européens ont réagi. Mais leur réaction est passée sous silence. Imaginez donc qu'au Cameroun, on ferme une seule chaîne de télévision. Et comme par hasard, on ferme la succursale locale de RFI. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde entier en saura. Les Reporters sans frontières, Oui. le Quai d'Orsay vont sortir et nous rappeler la déontologie. N'est-ce pas? La déontologie. En la main. En la matière. Monsieur Zelensky, hein, je pense, fermer cette chaîne de télévision. Vous connaissez pourquoi? Non, il dit qu'ils ne sont pas, ils ne respectent pas le gouvernement. Deuxième motif, ils sont pro-russes. Cette chaîne, mettant en péril plus de 2000 emplois. Et c'est-à-dire, il est démontré que c'est
il racontait n'importe quoi. En fait, ces gens-là, ces médias portaient les idéaux de l'opposition ukrainienne. Oui. Ceux qui s'opposaient à lui. Mon cher gosse. Et voilà donc des gens qui tous les jours nous rappellent les droits de l'opposition, mais qui en Ukraine sont subitement silencieux. Ben, M. Gauche, je ne terminerai pas sans faire un clin d'œil quand même. Un clin d'œil quand même. Bon, je pense que Hitler était-il l'ami de la liberté de la presse? Hitler était l'ami des libertés de la presse? C'est vous l'expert à la question. Tout à l'heure, vous allez me dire ça. Bon, il se peut que Zelensky, le héros universel, c'est un crypto-néo-nazi, c'est-à-dire un nazi qui a honte de dire qu'il est nazi, mais dans la pratique, élève comme mouvement d'État des mouvements néo-nazis qui s'assument ouvertement comme... Quel est son meilleur ami? Quel est son meilleur ami? Vous me regardez? Son meilleur ami, c'est M. Macron. Et M. Macron est le patron de l'ambassadeur de France. Mon cher gosse. Je pense que l'ambassadeur de France s'est trompé. Il n'est pas digne de parler avec nous. Il s'est trompé. Pour parler avec les panafricanistes, il faut avoir un rapport sérieux à la liberté et à l'honneur. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi, je ne peux pas travailler dans un gouvernement dirigé par un type comme Macron. Je suis diplomate d'un pays, ce type de président, je démissionne de la diplomatie. Vous comprenez, mon cher gosse? Vous ne pouvez pas défendre la liberté de la presse et d'expression quand vous-même vous n'êtes pas libre. Quand votre pays n'est pas libre. La France est libre. Pour que lui comprenne ce qu'on appelle liberté d'expression, la France est libre. Il aime les journaux de son pays. Il lit les journaux, il suit les médias de son pays. Les scandales d'État qui s'accumulent sur M. Macron et qui sont étouffés par les médias français et qui parlent de ce que ce monsieur a vendu la France aux Américains et aux étrangers, qu'il a livré encore la France, n'est-ce pas, à l'oligarchie financière internationale. La lettre de 22 000 officiers de réserve français qui disent ouvertement dans le courrier que M. Macron est au service de l'oligarchie financière mondialiste et qu'il a vendu la France. Monsieur n'est pas au courant? Mais comment peut-il défendre la liberté de la presse alors que son pays n'est pas libre? Son pays est devenu l'esclave en tant que nation de petits Rothschild. Et que les Français sont des esclaves, encore, mon cher gosse, non seulement des financiers internationaux, mais de leurs hommes politiques esclaves qui maltraitent ce pays, la France. Comment un monsieur qui n'est pas à mesure de défendre son pays nous donne des leçons de liberté et par ricochet peut comprendre quelque chose à la liberté de la presse? Parce qu'il n'y a pas de liberté de presse dans un pays qui n'est pas libre. Vous rappelez ça, ces messieurs? Il y a un corollaire, c'est-à-dire organique, entre la liberté de la presse et la souveraineté nationale. C'est un pays libre, habité par des populations libres qui peuvent aspirer à une information libre. Mais comment un pays comme ça, la France, un État mort, colonial en plein XXIe siècle, criminel, mais qui en plus même exerce sa criminalité d'État, mon chien gosse, au service d'une oligarchie que personne n'a élue, que personne n'a voté. Mon chien gosse peut s'asseoir un matin et rêver qu'il a la hauteur des panélistes de DBS, qu'il a la hauteur d'un média comme LBS. Il s'est trompé. C'est un petit minable. Monsieur l'ambassadeur, je vous le dis à mon vision, vous êtes un minable. Ne vous donnez pas de la hauteur en faisant de réponse pour que sur DBS, on parle de vous. Merci pour cette première prise de parole, Président Banakani. On va y aller pas à pas. Messieurs, je répète d'ailleurs, c'est ma première question, j'insiste sur cette question. À vous également, André Kissel-Fangay et Albert Anatola ici. Quelle est la loi sur terre qui oblige les Africains à aimer la France? Alors, on aime quelqu'un parce qu'il a des valeurs. On aime quelqu'un parce qu'il a prouvé qu'il mérite d'être aimé. Je voudrais vous rappeler une portion de l'Écriture. Aime ton prochain comme toi-même. Les gens interprètent souvent ce texte en faisant croire que non, il faut aimer le prochain. La Bible continue en disant, aime ton prochain comme toi-même. Donc tu t'aimes d'abord toi-même avant d'aimer l'autre. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'es pas capable d'aimer l'autre. Donc aujourd'hui, quand vous nous posez la question, est-ce qu'on est obligé d'aimer la France? Est-ce que la France elle-même s'aime d'abord? Je reprends les mots justement de l'ambassadeur de France. Vous prétendez ne pas vouloir créer sciemment le sentiment anti-français. Voilà pourquoi je vous pose la question. Y a-t-il une loi sur terre qui m'oblige, moi, à aimer la France? Écoutez. Non, écoute.
Écoutez, écoutez. Je dois d'abord m'aimer. Si je m'aime moi-même, ça veut dire que je ne peux pas aimer la France. Comprenez pourquoi? Très logique. C'est simple. Si je m'aime, alors ça veut dire que je dois repulser. En fait, la France ne peut pas coller à ma peau. Parce qu'en elle se trouve un démon. Une malédiction. Si je veux être béni, je ne peux pas m'accrocher à la malédiction. Donc la France est une malédiction. Je dis bien la France est une malédiction. Parce qu'un pays sensu, un pays qui vit sur le dos des autres, c'est-à-dire qui aspire les énergies, qui aspire le sang, qui aspire tout ce que les autres fournissent comme effort, ne peut pas être aimé. Tout le monde entier, eux-mêmes, ils ont première des choses qu'ils ont mis dans leur devise, c'est liberté, égalité, n'est-ce pas? Et fraternité. Et fraternité. Si jamais il y en aura. Liberté. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas libre, attends, il ne peut pas parler de liberté. La France est actuellement en prison. Est prisonnière d'elle-même. Prisonnière de sa politique. Parce qu'en réalité, depuis au moins 70 ans aujourd'hui, pour prendre l'exemple le plus proche, depuis 70 ans aujourd'hui, la France, n'est-ce pas, continue à faire des pays africains leur territoire. Donc, il faut véritablement comprendre que ces Français sont encore dans l'esclavage, dans le néocolonialisme, dans le colonialisme. Donc, il ne faut pas parler de liberté. Et si vous voulez dominer les autres, ça veut dire que vous avez un problème. Parce que vous ne pouvez pas parler d'égalité. Vous ne pouvez pas parler de fraternité quand vous exploitez les autres. Donc, quand vous posez la question de savoir est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'il y a une loi universelle d'aimer la France ne s'aime pas elle-même d'abord. Parce que pour qu'on puisse vous aimer, il faut d'abord vous aimer vous-même. La France ne s'aime pas. Si elle s'aimait, elle devait travailler parce qu'un pays paresseux. Les plus grands feignants du monde, c'est les Français. Ils ne font absolument rien. Citez-moi un seul résultat de la France, quelque part. S'il n'y a pas le noir derrière caché ce succès-là. La preuve en est. Je vous ai toujours pris cet exemple. Coupe du monde, les deux Coupes du monde. Si les Noirs n'étaient pas... Parlez du football, allons-y. Si les Noirs n'étaient pas là, ils allaient remporter quelle Coupe du monde. Roland Garros, Yannick Noah, le Camerounais. Mais même quand un petit Français voulait mourir, il a fallu que Mamadou Gassama puisse aller attraper le petit bébé français là pour remettre à ses parents. Donc vous voyez l'incompétence, il n'y avait personne d'autre. Il fallait un Africain. Donc quand ce pays-là, d'ailleurs même la liberté qui parle là, qui les a libérés. Monsieur l'ambassadeur, quand vous parlez des Africains, quand vous parlez des Noirs, quand vous parlez des Camerounais, il faut faire très attention. Votre pays a versé du napalm dans le pays Bassa et le pays Bamileke. Au Cameroun. Donc vous êtes en territoire où vos crimes parlent plus fort que dans les autres pays. Parce que c'est incroyable ce que vous avez fait dans ce pays-là. Vous venez parler de liberté, vous venez parler d'amour, vous venez parler de sentiments anti-français. Quand nos aïeux ont souffert pour la France, oui, entre les mains de la France, ces pays maudits, alors que nous leur avons tout donné. Ce qu'ils ont érigé comme héros national chez eux, comme grand prêtre de la liberté, c'est-à-dire le général de Gaulle, s'il était même général. On l'a pris. Il était général? Je ne sais pas. C'est eux qui l'ont nommé général. C'est leur problème là-bas. Il est venu dans ce pays. Il venait se suicider. Un ancien colonel qui avait fui, mais un déserteur. On parle d'un déserteur. Est-ce qu'on parle de quelqu'un? On parle d'un déserteur. C'est ce déserteur-là qu'on a pris, on a érigé en héros national français. Donc vous comprenez l'essence de ce pays-là. Des déserteurs, des gens, des feignants de la première catégorie. Mais voilà quelqu'un qui s'est baladé en caleçon dans tout un pays, dans un territoire. Hein. Il se balade en caleçon jusqu'à entrer dans les chefferies. Il est reçu par les préfets, il est reçu par les gouverneurs en caleçon. Et il nous parle de respect, d'honneur, de valeur. Vous entrez dans les chefferies, vous vous faites anoblir en caleçon. Vous savez que Longuet avait, lorsqu'il était au tribunal en France par rapport à l'affaire de viol, un juge lui demande comment tu restes souvent à la maison. Lui, il dit en culotte. Vous savez que quand la France parle de culotte, elle parle plutôt de caleçon.
Donc, quand nous on parle de culotte chez nous ici, c'est un shirt et tout et tout. Les gars disent, ah bon? Donc, il reste même en culotte à la maison. Ça veut dire qu'il est vraiment un violeur. Donc, monsieur l'ambassadeur, en se baladant en culotte dans notre territoire, est en territoire où il viole les gens, il viole la liberté, il viole les yeux des gens, il viole, vous appelez ça quoi? Les bonnes mœurs. Parce que chez nous, on ne se balade pas en culotte. Et quand vous arrivez dans les chefferies, vraiment coutesque. Oh, quelle catastrophe. On a fait quoi, Dieu, pour mériter ce genre d'élite dans nos territoires? Que vous accueillez tout un ambassadeur, vous l'amenez dans toutes les chefferies, en culotte, et jusqu'à les chefs du nez, la noblesse. Oh, ma belle famille, là, c'est grave. Nous posons des questions, parce que quand nous parlons, et d'ailleurs, même l'ambassadeur aussi allait à l'Est, pour le critérium de cyclisme. Il était en culotte? Il était toujours en culotte. Okay. On se pose la question, mais c'est une gay pride ou bien c'est autre chose qu'ils sont en train de faire? Parce que, vous savez, ils sont très, très mesquins dans leur façon de faire. Ouais, est-ce que c'est une gay pride ou bien c'est une balade parce que entre les amis, tous se retrouvent en culotte là, ou pour regarder un peu les derrière de chacun. Peut-être c'est ça. Sous le couvert de cyclisme, de tout cyclisme, critérium de cycliste de l'Est ou bien de l'Ouest, machin. Non, soyons sérieux. Il ne faut pas que l'ambassadeur confonde les choses. On n'est pas obligé d'aimer la France. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, alors on ne peut pas en un instant vous permettre ou bien vous donner la chance d'exister dans un pays. Parce que tout ce que le monsieur l'ambassadeur recherche là, c'est d'exister dans notre pays. Il veut exister. Il va exister pourquoi? Parce que son patron Macron, lui pose la question que, mais tu fais même quoi dans ce pays-là? Les gars là sont tellement, ils ont une liberté. Il dit, mais on ne doit pas avoir une liberté comment? Quand vous-même vous avez provoqué les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parce que s'il y a la liberté aujourd'hui, si les Africains commencent à s'exprimer, c'est parce que justement on a vu le mensonge d'État. Nous avons vu les fabrications. Vous savez que quand même en Ukraine, on a vu les vidéos de cadavres fumeurs. Ça, c'est en Ukraine. Vous n'avez pas vu en Côte d'Ivoire. L'hôpital de Mariupol. Vous n'avez pas vu en Côte d'Ivoire. Vous êtes censé avoir tué des enfants. Des enfants. Un montage grossier. Un montage grossier. Vous avez vu en Côte d'Ivoire où des gens qu'on a filmés, et France 24 et RFI en ont parlé, des massacres de l'armée et on qualifiait l'armée de Laurent Gbagbo. On ne disait pas que l'armée ivoirienne, l'armée de Laurent Gbagbo avait tué des gens. Et finalement, on avait versé du microchrome sur des gens. Et ils avaient oublié qu'il y avait une caméra cachée. Une caméra cachée les a vraiment filmés dans leur montage. Et finalement, RFI a diffusé. Hein. Nous avons montré ce genre d'image ici. France 24 a diffusé. Avec Ah oui, c'est ce qu'on essaye de dire. Donc, quand... C'est Albert qui parle souvent des indigestions, la consommation de ces informations-là provoque souvent des indigestions. Aujourd'hui, quand nous regardons ce que RFI France 24 ont fait dans nos territoires, c'est incroyable. Donc, quand nous rappelons à monsieur l'ambassadeur, mais on est épris de liberté, parce que quand même on est des hommes libres. Si on a pu habiller votre déserteur, machin, qu'on appelle De Gaulle, on l'a habillé, on lui a soigné, on lui a donné tous les moyens parce qu'il avait faim. Parce que la famine est une maladie. On l'a soigné, il avait faim, on lui a soigné, on lui a donné des repas, on lui a donné les forces, on lui a donné tout ce qu'il fallait. Et il est parti reconquérir la soi-disant liberté de la France que la France a aujourd'hui grâce aux Africains parce qu'on lui a donné des hommes. Donc quand nous parlons de liberté... Je pense qu'il y a encore la plaque commémorative du côté de la Chambre de commerce. Mais bien sûr. Ici est née la France libre. Ici, ouais, comment tu es très intelligent, Gauss. Ici est née... Ils peuvent aller vérifier. Monsieur l'ambassadeur, peut-être vous ne le savez pas. Allez à la chambre de commerce à Bonanjo. Je vous donne les indications. Le consul de France connaît bien la place. Qu'il vous amène et voir où ici, on est bien écrit. Ici est née la France libre. Et la preuve en est, vos statuts sont partout, non? On a placé les statuts, on a les camps, le camp du maréchal Leclerc, on a les camps militaires, hein, camp du maréchal Leclerc, comme s'il avait fait quelque chose pour notre nation. Donc quand nous avons ce genre d'image, il faut que l'ambassadeur se taise. C'est un pays comme le Cameroun qui a aidé son pays à avoir cette liberté. Le 27 août 1940, je vous donne la date. Exactement. Donc aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur,
s'il vous plaît, si vous êtes réellement diplomate, demandez conseil à tous ceux qui aiment la liberté de ne plus jamais vous attaquer aux panafricanistes, aux noirs, aux gens qui aiment la liberté. Parce que quand vous acceptez les chaînes de l'esclavage, même dans une comédie, vous finissez par être esclave. Dans la réalité, nous avons refusé d'être esclaves et nous sommes un pays libre. Donc nous sommes libres d'aimer qui nous voulons. Nous aimons la Russie. Je dis, nous aimons la Russie. Qu'ils aillent se pendre. Nous, on aime la Russie. On aime la politique russe actuelle. On aime cette politique. Bon, ok, Macron, tu as dit que la Russie nous donne l'argent. S'il vous plaît, monsieur Vladimir Poutine, excellence, monsieur le président, venez nous donner l'argent. On en a besoin. Parce que ça ne sert à rien de nous calomnier pour rien. Oui. Venez nous donner les moyens pour qu'on continue à saccager cette France-là. Parce qu'elle s'est saccagée elle-même. Donc, monsieur l'ambassadeur de Russie, vous nous écoutez. De France. Mais non, je dis l'ambassadeur de Russie au Cameroun. Au Cameroun. Vous nous écoutez. Donc, dites au président Vladimir Poutine d'envoyer l'argent. D'envoyer l'argent. Nous avons besoin de cet argent. Parce qu'on dit qu'il nous donne l'argent. Parce que, ça ne sait... Comment? Vous ne nous avez pas encore donné. Vous oubliez l'ambassadeur de Turquie, là. Tout le monde qui est capable de nous donner les moyens, donnez-nous. Parce qu'on a dit que nous sommes stipendiés par la Russie et la Turquie. Donc nous leur demandons, donnez-nous l'argent. Peut-être on a détourné. Peut-être on a détourné. Peut-être comme ils ont les services, comme c'est leur banque, non, vous savez que c'est la France qui a les banques au Cameroun. Donc peut-être on a envoyé dans une banque, ils ont dit que ça n'arrive pas. Donc nous leur disons, monsieur l'ambassadeur de Turquie, monsieur l'ambassadeur de Russie, monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, qui est très attaché à notre continent. Vraiment, voyez avec le gouvernement russe. Et j'appelle le président Roman Abramovich, quitte l'Angleterre, vient t'installer au Cameroun. Si, parce que c'est incroyable. Voilà des gens qui disent qu'ils parlent de liberté. Hein. On a suspendu on a suspendu les avoirs de quelqu'un sans rien. Parce que... On a déclaré qu'il était un voleur, un bandit, un drogué, bon, tout ce qui paraît. Soyons sérieux. Oui. Orange fait quoi au Cameroun? C'est un braquage à Mondial Vision. Non, il développe la communication. Orange est l'un des plus grands braqueurs. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais écoutez, on parle de la France, non? On parle de l'ambassadeur, non? On parle du droit de réponse de la France, pas non? le sujet aujourd'hui. Monsieur Jocelyn Gauche, il faut que les Français arrêtent leur comédie. Parce que l'ambassadeur ne peut pas venir parler des choses. On a accusé la France, on n'aime pas la France, on cultive le sentiment anti-français. Mais écoutez, quand Orange vole les gens, viole. Parce qu'ils ne font pas seulement que voler, ils violent. Ils violent les libertés, ils violent tout. À un niveau pas possible. À un niveau très élevé. Ils ne parlent pas de ça. Mais quand les sociétés françaises font... Vous savez ce que Razel fait? S'il faut parler de Razel. Mais quand Carrefour vend les produits périmés, tu peux aller, monsieur le ministre des Commerces et leurs agents, machin, allez à Carrefour. Si vous n'allez pas trouver les produits périmés là-bas. Mais comme ça vient de Paris, ça vient de France, parce que c'est le dépotoir. C'est ça la réalité dans notre pays. Il faut qu'on arrête ça. Et si on n'arrête pas ça, on n'est pas obligé d'aimer les Français. S'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Parce que s'ils aimaient eux-mêmes, ils auraient mis des conditions valables pour qu'on puisse les aimer. La politique française, c'est une politique criminelle. La preuve en est, on continue d'utiliser le franc CFA, non? Ce n'est pas une politique criminelle, c'est une politique nazie. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre les nazis et vous utilisez monnaie nazie. Merci, André Christelle Fanga. Albert Alatola, ici, il faut quand même préciser qu'Emmanuel Macron avait déclaré au fort que nous sommes stipendiés par la Turquie et la Russie pour alimenter le sentiment anti-français. Et d'ailleurs, dans les propos, et surtout dans son droit de réponse, l'ambassadeur de France au Cameroun répète également les mêmes propos. Il le dit, nous prétendons vouloir créer sciemment. Vous prétendez ne pas vouloir créer sciemment le sentiment anti-français dans l'opinion publique et vouer un profond respect envers tous les États. Pourtant, votre contenu est profondément injurieux envers la France et ses institutions. Je vous poserai donc la question, Albert Alatola, ici. Jusqu'à quand ce mépris envers les Africains? Comme hier,
Je vais faire les efforts d'être très calme ce matin. Puisque là, nous parlons de notre métier. Oui. Donc, des usages diplomatiques et de la déontologie professionnelle journalistique. Du point de vue déontologique, ce document que vous avez n'est pas un droit de réponse. Ça s'appelle pas un droit de réponse. Ça s'appelle une lettre de protestation. C'est pas un droit de réponse. Je parle parce que je suis journaliste. Je sais ce que c'est qu'un droit de réponse. Très bien. Quand je l'ai dit... Je vais vous lire, hein, Albert Alatoula, ici, vous mettre de l'eau dans votre vin. Je vous demande en conséquence de bien vouloir publier intégralement cette lettre au titre du droit de réponse. C'est ce qui est écrit. J'ai dit, nous parlons... Je l'ai publié, je pense, là. Je l'ai lu entièrement et totalement en mondovision. Je n'étais pas très intelligent à l'école, mais j'ai fait les efforts de cultiver mon jardin. Donc, je répète que ce document est tout sauf un droit de réponse. C'est une lettre de protestation. Exactement. Quand je l'ai dit, je voudrais maintenant aller d'abord au niveau des usages diplomatiques. Notamment en ce qui concerne l'attitude de certains des diplomates occidentaux, surtout européens, sur le continent africain. Là, je vais me projeter du côté du Togo. Nous sommes en 2020. Nous avons deux confrères que l'ambassadeur de l'époque, je crois que c'était Marc Vizy, a envoyé en prison. Ambassadeur de France au nom de au la Togo. liberté de presse, n'est-ce pas? Oui. L'ancien ambassadeur de l'époque, parce qu'actuellement, je crois que c'est une demoiselle ou bien c'est une dame, Marc Vizy. Nous avons n'est-ce pas, le confrère du journal L'Alternative, le journal La Fraternité, qui ont fait un papier, n'est-ce pas, qui mettait en question l'attitude de Franck Paris, le monsieur Afrique de l'Élysée, relativement à l'élection présidentielle qui venait de se tenir. En plus du droit de réponse, en plus d'avoir saisi le régulateur, n'est-ce pas, de ce côté-là, ils se sont retrouvés en prison. Du fait de l'ambassade, du pays des représentants du pays de la liberté. Dans le contexte, n'est-ce pas, camerounais, tous les jours, peut-être que c'est de la responsabilité de notre régulateur national, le CNC, tous les jours, si ce n'est pas chaque instant, les médias français qui arrosent notre pays insultent notre élite, même si elle n'est pas exempte de reproches, insultent nos dirigeants, particulièrement le président de la République, dépeignent, n'est-ce pas, notre pays, quelquefois avec la collaboration de leurs correspondants. Il n'y a pas d'indignation. Ça, il faut le préciser. Il me semble que ces médias qualifient Paul Biya de dictateur, de démocrate. Mais c'est pire que ça. Non, j'y parais. Parce que je sais qu'il y a une narrative que je n'ai pas envie d'utiliser pour des raisons de décence. J'ai suivi l'élément, je voudrais revenir sur l'élément qui a été proposé tout à l'heure par l'organisation. Il y en a qui vont trouver excessif, qui vont trouver que c'est excessif. Dans le contexte, c'est bien dans le contexte musulman, je vous dis qu'après avoir écouté ce genre de propos de Macron, c'est une fatwa qui est lancée contre les représentants n'est-ce pas, de l'État français. Vous voulez passer la moindre chose. C'est une fatwa qui est lancée contre les médias français et leurs correspondants éventuellement. Ça, je peux le dire. Parce que on estime que nous sommes très durs. Mais quand vous écoutez le narratif, le champ lexical du jupitérien, est-ce que vous avez envie de respecter ces gens-là? Non. J'ai l'habitude de vous parler d'établir l'équilibre de la terreur, c'est de la réciprocité au niveau de la terreur. Il faut le faire. Parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Je voudrais vous projeter également dans un élément historique, un événement qui est passé inaperçu. Au niveau des usages diplomatiques. Puisque monsieur l'ambassadeur c'est un diplomate, j'imagine qu'un haut diplomate. Nous sommes en 2020. Nous sommes à Paris. Puisque je crois que l'ambassade du Cameroun se situe au arrondissement de Paris. Et pas très loin de là,
vous avez les résidents de certains personnels, n'est-ce pas, de l'ambassade. Nous sommes en 2020. Le domicile d'un personnel, dis bien le domicile d'un personnel de l'ambassade du Cameroun à Paris est violé par la police française. Parce qu'ils sont allés chercher l'enfant de ce personnel-là. Je préfère taire son nom. Jean-Yves Le Drian était aux affaires, je crois qu'il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Ça n'a pas fait l'objet de publicité. Comme ministre de la Défense. Ministre de la Défense. À l'époque, voilà, il était ministre de la Défense à l'époque. Ça n'a pas fait l'objet de... C'est-à-dire c'est Jean-Yves Le Drian qui a envoyé des policiers aller porter manu militaire le fils de ce personnel de l'ambassade du Cameroun. Le brutaliser, prendre ses téléphones, prendre l'argent qu'il avait sur lui. Je ne sais pas comment la diplomatie camerounaise l'a géré, mais pas dans les termes, dans les conditions qu'il exigeait. Ça ne se fait pas dans l'usage diplomatique, que vous violez le domicile. J'imagine que la réciprocité au Cameroun, prenez seulement un personnel voleur d'une banque, parce que nous en connaissons, qui pillent souvent les quais de certaines banques, vous l'interpellez, tout de suite c'est le téléphone qui commence à sonner. Voilà donc le visage à l'affût. Voilà donc les réalités. C'est pour laquelle je dis, si un diplomate comme celui-ci peut se permettre, n'est-ce pas, l'arrogance, comme d'habitude, comme ils le sont, de nous envoyer une lettre de protestation qui qualifie de droit de répondre, parce qu'il prend en compte, n'est-ce pas, le thermostat social, le thermostat politique de ceux qui nous gouvernent. Mais monsieur, allez-vous vous baladez dans les rues de nos villes, vous voyez comment il y a comme une sorte de soumission volontaire lorsque vous voyez un Français entrer quelque part. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Revenons à la thématique. Monsieur l'ambassadeur estime que DBS entretient les débats qui nourrissent le sentiment anti-français, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas si en français, on pourrait demander à un français d'aimer un nazi. J'imagine qu'ils sont pleins dedans, qui sont les nazis, les néo-nazis. Je ne sais pas si on va demander à un juif d'aimer un nazi. Je ne sais pas si on va demander à une victime d'aimer son bourreau. Mais si vous êtes atteint de syndrome de Stockholm, c'est vous le problème. Moi, je ne suis pas atteint de ce syndrome-là. On ne peut pas imposer aux Africains d'aimer la France, ni les Français. Je parle de l'oligarchie. Criminelle, corrompue. Mais parlons donc puisque nous parlons de la liberté de la presse. Dans l'élément qui nous a été proposé par la réalisation, il me semble bien que Sputnik et Russia Today Broadcasting ont été bannis, n'est-ce pas, de l'espace européen pour raison, semble-t-il, de désinformation, d'atteindre à la souveraineté de l'Ukraine, n'est-ce pas, en violation des règles élémentaires d'usage en matière de régulation des médias. Dans le contexte malien, c'est les mêmes arguments qui sont utilisés. C'est-à-dire la désinformation, ce qui est établi d'ailleurs, la désinformation et la préservation de la souveraineté du Mali. M. Macron conteste la légitimité populaire des autorités maliennes. Ça veut dire qu'il a un problème. Les Maliens ont prouvé qu'il existe une souveraineté populaire. Ils ont apporté cette souveraineté populaire à leurs dirigeants. Est-ce qu'il y a meilleure légitimité que celle-là, qui dépasse de loin celle des loges maçonniques, qui dépasse de loin celle de l'oligarchie financière, des entreprises des 440, de la corruption que nous connaissons dans ce domaine-là? Monsieur Guilou, puisqu'il s'agit de lui, conteste le fait que les élections en Nouvelle-Calédonie ont fait l'objet de
d'une fraude massive. Nous allons y revenir parce que moi j'ai des éléments. Lorsque très souvent j'envoie mon bonjour à ces afro-descendants, ça veut dire qu'il y en a que je connais, avec qui je suis en contact. Oui. On va lui apporter les éléments là-dedans. Là, ça fait l'objet d'une thématique, de manière précise. Monsieur Guillot s'offusque de ce qu'on appelle monsieur le Jupitérien assassin, mais il est assassin. Ce n'est pas nous qui le disons. Ses propres concitoyens, je les ai vus défiler dans les rues de Paris, scander Macron assassin. Les documents existent. Dans le contexte du Covid-19, nous avons entendu, nous avons vu des vidéos où des Français demandent qu'il a également en prison. J'ai bien Macron assassin et oui. Macron en prison. Oui. Ce n'est pas nous qui le disons. Nous avons. C'est un constat que justement c'est un assassin. Mais lorsque vous imposez aux gens une monnaie qu'on appelle le franc CFA, qui. Combien de personnes en sont mortes d'ailleurs? Qui a créé des conséquences socio-économiques. Comment est-ce qu'on doit vous qualifier? Vous n'êtes pas un assassin? Mais c'était un assassin, un criminel. Oui. C'est établi, ça aussi, il y a des preuves. Claire. Lorsque vous avez une armée qui commet des bavures, entre guillemets, c'est-à-dire en réalité qui tue de manière volontaire, n'est-ce pas, des civils au Mali, qui violent les enfants en Centrafrique, et que vous choisissez de protéger des brigands, des criminels, vous êtes quoi? Je vois que vous êtes quoi? Ça, c'est non? Toujours. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce que moi j'appelle une lettre de protestation, qui est tout sauf une lettre de réponse, est d'une vacuité extraordinaire. C'est une vacuité extraordinaire. Monsieur le diplomate veut jouer les intéressants. Il faut qu'il suive les médias de son pays, qui arrivent du continent africain, qu'il suive ce que les spécialistes, les éminents spécialistes, ces médias-là, n'est-ce pas, inoculent comme venant sur le paysage, dans le microcosme social africain. Il n'y a pas de censure de ce côté-là, mais au nom de la liberté, on les laisse organiser des débats sur les projets d'assassinat d'un président. Parce qu'au nom de la liberté. Au nom de la liberté, on peut blasphémer, n'est-ce pas? On blasphème. Au nom de la liberté, on peut tuer justement un noir parce qu'il est noir, surtout un Africain. Au nom de la liberté, on peut se balader en petite culotte dans les villes camerounaises parce qu'on se croit à Paris. Ségolène Royal est en train de le faire actuellement. Je dis bien, au nom de la liberté. C'est vrai que Ségolène Royal est en séjour au Cameroun. Je dis bien que c'est la faute à nos dirigeants. Je vous fais comprendre que ces gens, ils ont le complexe du locodème, nos dirigeants. Je vous raconte une anecdote. Je ne sais pas que je suis dans un ministère, le ministère des Transports, pour ne pas le nommer. Il y a des grands responsables qui sont dans la salle d'attente parce qu'il y avait une réunion qui a été prévue avec le chef du département. Il y a un locodème qui est assis, carrément, et qui pose les pieds sur le guédon devant les hauts responsables. Je ne sais pas si ça peut exister, un noir pour avoir une telle attitude dans un bureau, dans un ministère à Paris. Et vous avez des responsables qui sont là, qui l'ont comme tétanisé, mais il a fallu que j'y réagisse de manière énergique pour que le locodème dépose, n'est-ce pas, ses pieds à même le sol. Voilà dans l'état d'esprit dans lequel, n'est-ce pas, beaucoup de nos compatriotes fonctionnent. C'est une réalité au Cameroun et ailleurs. Donc, c'est la faute à nos dirigeants. Pour revenir, je termine par là, vous demandez s'il s'agit des intimidations ou du néocolonialisme médiatique. Je crois que c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Parce qu'il faut quand même vous rappeler, je vous l'ai dit hier, que ces médias qui nous arrosent le continent africain, ce sont des médias, c'est la presse coloniale. RFI, vous avez des gens qui vous disent, quand ils suivent quelque chose, comme vous leur donnez une information, si RFI n'a pas dit cela, ils ne croient pas. Si Van Vekan n'a pas dit cela, ils ne croient pas du tout. Si BBC News n'a pas dit cela, non, ils ne croient pas. Si la voix de l'Amérique ne l'a pas dit, ils ne croient pas du tout. Mais comme par hasard, c'est dans ces médias que nous dirigeons encore les interviews, n'est-ce pas? Toujours. L'argent. Oui, puisque ces interviews sont, ils donnent l'argent là-bas. Sont payantes. Elles sont payantes, ces interviews. Comme par hasard.
C'est dans ces médias-là que nos dirigeants choisissent pour s'adresser, pour nous parler. Alors moi je pense que aujourd'hui, avec la vague panafricaniste, il faut changer de paradigme, il faut leur faire comprendre que le 18e, le 19e, le 20e siècle s'est révolu. Il y a une autre vague là, que le président Banakeni a qualifié d'armatan noir. Et cet armatan-là se moque bien des diplomates qui sont arrogants, n'est-ce pas, sur le continent africain, qui ont des compromissions ou des compromis avec des corrompus de locaux. On s'en fout de ces diplomates-là, parce que la vraie liberté, ce n'est pas celle que les autres, n'est-ce pas, agitent comme un épouvantail. La vraie liberté, c'est ce que nous faisons chaque jour sur ce plateau. Merci à vous Albert Anatola, ici messieurs, plus que 25 minutes vous sortez de cette édition de DBS Matin, je parle bien de 25 minutes, chacun aura droit donc à quelques minutes, à 8 minutes à chacun, donc je donnerai 7 à chacun d'entre vous. Président Banakani, je vais me tourner vers vous, jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui, les diplomates européens sur le continent africain se prennent pour des rois, je vous poserai donc la question, l'Afrique appartient-elle à la France? Parce qu'on entend beaucoup parler de la France. Le comportement des dirigeants français l'atteste démesurément, c'est-à-dire que quand on voit le comportement des dirigeants français à l'égard de l'Afrique, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est quoi? C'est que la France a volé l'Afrique. L'Afrique peut être comparée à un bien qui n'appartenait pas à la France, qui appartenait aux Africains. Oui. Mais les Français sont arrivés. Ils ont massacré tous les Africains. Massacre intégral, c'est-à-dire massacre culturel, massacre ethnique, massacre des populations, massacre des leaders. On appelle ça crime intégral, assassinat intégral, massacre intégral, génocide intégral. Ils sont appropriés ces biens-là. Et depuis, les fils, les descendants de ceux qui ont été massacrés se battent pour récupérer le bien. Voilà la situation. Voilà le tableau. Ce tableau-là est inattaquable intellectuellement. C'est ce que je veux dire là. C'est inattaquable. Sinon, expliquez-moi l'amnésie apparente, n'est-ce pas, de celui que vous appelez l'ambassadeur de France, qui ose nous envoyer ce qu'il appelle, ce charabia qu'il a appelé droit de réponse. Vous pouvez m'expliquer ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Si ce n'est pas le fait qu'il est convaincu qu'il est en territoire conquis, il est chez lui, mon cher gosse. Je voudrais saluer Toisa et Famia qui sont des journalistes, qui ont rappelé quelques principes déontologiques de la profession et qui, en le faisant, sont en situation d'enseigner. Ce monsieur-là qui ne sait même pas de quoi est-ce qu'il parle. Mon cher gosse, tout à l'heure j'ai dit ça. Un ambassadeur doit savoir écrire une lettre. Une ambassade d'une soi-disant puissance doit savoir écrire une lettre. Ça commence d'abord là. L'ambassadeur de France ne sait pas rédiger un courrier. Confond l'objet du courrier. Le contenant, le contenu comme le contenant est d'un niveau d'indigestion lamentable. Lamentable. Il faut rappeler d'abord ça. Si le collègue n'a pas fait une lettre, combien de fois la compréhension de la déontologie, la liberté de la presse sera compliquée pour lui? Mais c'est la moindre des choses, qui peut le moins, peut le plus. Mais il ne peut même pas le demi-moins. Comment va-t-il faire le plus, mon cher gosse? Il y a des comportements qui parlent plus que tout. La visite des médias privés par les ambassadeurs de France, en l'espèce au Cameroun, mon cher gosse, la réciprocité était possible en France. C'est-à-dire, imaginez l'ambassadeur du Cameroun en France qui va visiter RFI, France 24, tout ça, dans l'optique de donner les ordres, de prendre en charge leur ligne éditoriale et déontologique, et de financer sous couvert d'aider à la presse les médias français. C'est possible? Du tout. Il sortira vivant de là. Mais l'ambassadeur de France, qu'est-ce qu'il fait ici? Chaque fois qu'un ambassadeur de France vient, qu'est-ce qu'il fait? Il visite les médias privés, il est reçu à genoux. Grande pompe? Non. Les directeurs de rédaction sont à genoux. Il baise ses pieds et suit ses chaussures. Et lui, il rit, on filme partout, on montre, il est chez lui. Et il trouve que c'est normal, hein? C'est-à-dire pour eux, c'est normal. C'est la promotion de la liberté de la presse. C'est-à-dire, je veux que vous regardez l'équilibre mental de ces gens. Quel est leur logiciel mental? Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, ils trouvent ça normal de se comporter comme ça, au nom de la promotion de la liberté de la presse. Évidemment, c'est un grand respect des désirs diplomatiques, comme tu viens de le rappeler.
Prochain gosse. Maintenant, mettez en parallèle l'attitude des autorités africaines en général et camerounaises en particulier à l'égard des médias français, toutes tendances confondues. Vous avez déjà entendu un ministre camerounais ou un président camerounais demander un droit de réponse d'un média français? Ce petit minable-là, que vous appelez ambassadeur, envoie un droit de réponse. Moi, je vous pose une question. C'est pas un droit de réponse. À un média... Non, il dit... Non, là, on est d'accord là-dessus, c'est moi et toi, on partage la même là-dessus. Mais il dit... Peu de gens sont... Je pense qu'il appelle ça droit de... Mais vous n'allez pas empêcher à quelqu'un qui ne connaît pas écrire un courrier d'essayer d'écrire. On peut essayer d'écrire. On ne sait pas écrire, on essaie. Nous saluons l'effort d'essayer. L'effort d'essayer. Mais quand vous essayez, dites que vous essayez. Ne soyez pas péremptoire. Il n'y a pas de mal à apprendre, mon cher. Et là, la question, on peut lui faire un cours là-dessus. Comment écrire un droit de réponse, comment rédiger un courrier. Nous sommes prêts à faire, sans demander de l'argent, un cours à celui que vous appelez l'ambassadeur de France. C'est la question. Donc, j'étais en train d'écrire mon chien gosse. Il attaque, il s'en prend à DBS, qui était un média privé, non? Oui. Bon, ce qu'on dit des présidents africains en général et des présidents camerounais dans les médias privés français, c'est-à-dire, comment on peut appeler ça? Vous avez vu un dirigeant camerounais, un président camerounais, se plaindre même en privé? Demander un droit de réponse? Ou bien même faire des protestations diplomatiques? Bon, mettez donc maintenant les deux. Comparez le comportement du Tintin. Tintin, président français. Du guignol, là. Guignol. Même guignol, c'est mieux. L'ectoplasme qui se fait appeler président français. C'est-à-dire son collègue, un homme politique français, Laurent Wauquiez, écrivait un article pour décrire ce monsieur. Il avait dit, c'était dans le Figaro, un désert d'âme. Donc il disait que le président français n'a pas d'âme. L'article, je l'ai. Donc, je reprends seulement à mon compte les écrits d'un homme politique éminent français, Laurent Wauquiez. C'est pas n'importe qui en France, c'est le plan politique. Il dit que le président de la France est un désert d'âme. Donc, c'est pas un humain. Bon, il ne lit pas les journaux de son pays, je comprends ça. S'il lisait, il serait moins excité à oser faire la bêtise qu'il est en train de faire. Vous imaginez, mon chien gauche, alors quand on les met sur le deux, qui a plus d'auteur? Qui est supérieur? C'est lui qui confond le peuple malien, les valeurs maliennes, à ceux de la France, dont il prétend être le président. Et dit que quand on suspend RFI et France 24, on a porté atteinte aux valeurs du peuple malien et du Mali. C'est-à-dire que c'est dit, son ambassadeur, qui s'agite là, et regardez le comportement des dirigeants africains. Et voyez la différence. Qui est plus attaché à la liberté de la presse? Osons parler ça. Brisons les tabous. C'est le rôle de notre chaîne. Hein? C'est le rôle du combat, c'est le rôle du combat par l'africanisme. Établir la vérité. Entre les deux pays, si on prend le cas du Cameroun et de la France, en l'espèce, qui fait la promotion de la liberté de la presse plus que l'autre? Mais pourtant, aucun ambassadeur camerounais ne va dans les médias français pour dire « je fais la promotion de la liberté de la presse ». Pourtant, dans les faits, la liberté de la presse est plus vraie au Cameroun qu'en France. Pour ceux qui ont de la juchotte dans leur tête. Je ne parle pas des tonneaux vides là qui m'abattent. C'est quoi la juchotte? Le savent, mon cher. C'est un fait. Écoutez, l'ordre de la communication et de l'information qui prévaut dans nos pays, c'est-à-dire, comment des gens attachés à la liberté de la presse, comment un État qui a compris le moindre iota de la notion de liberté de la presse et de déontologie peut se sentir à l'aise dans un ordre de la communication où il y a un ordre qui déverse ces océans d'information dans le sud et un sud qui ne déverse rien dans le nord et qui est obligé de consommer. C'est-à-dire des gens normaux qui ont connu un jour ce qu'on appelle liberté de la presse, qui ont même eu un jour un rapport à la liberté, aux lumières, comme ils s'en vantent, au nom de l'homme. Vous trouvez ça normal? Ça ne vous dérange pas? C'est la culture de l'État français. Et on comprend le comportement de ce que vous appelez grands diplomates. Ils trouvent ça normal. S'il était un peu équilibré, s'il avait eu le temps d'aller bien lire les humanités de son pays, il comprendrait qu'il y a un problème. Et qu'en tant qu'être humain normal, qui est le fils d'un pays qui est le fils aîné de l'Église catholique, n'est-ce pas? Que ça c'est trop grave.
voyons comment est-ce qu'on peut arranger ça, même pour notre honneur, pas pour le bien des Africains, même pour notre honneur, parce qu'à terme, ce qui va aboutir, c'est ce qui a commencé au Mali. Ça va continuer comme ça. On va fermer ça. Allez, définitivement, il n'y aura plus ces médias ici chez nous. Tant qu'il n'y aura pas la réciprocité, à terme, on va fermer ça, mon cher gosse. C'est clair et net. Dites-moi, mon cher gosse, qui a dit que le droit de blasphémer était sacré? Mais c'est le Jupitérien. C'est qui? Le Jupitérien. C'est le patron de celui-ci, non? C'est son patron, non? Bon, je pense qu'un diplomate sérieux écoute son patron, non? Suit, c'est le comportement élémentaire d'un diplomate. Tu dois suivre ce que dit ton patron. C'est lui qui a choisi d'être l'ouvrier de Macron, c'est pas moi. J'ai dit que si Macron est président d'un pays, c'est diplomate, je démissionne. Je démissionne. Bon, lui, il a choisi. Lui qui connaît la liberté d'être patron, d'avoir au patron un type comme ça. Donc, il assume. Alors, donc, si tu es ton patron, monsieur, tu dois au moins suivre ce qu'il dit. Pour qu'il y ait une cohérence entre tes pratiques d'ambassadeur et les propos de ton patron, qui définit l'orientation générale de la diplomatie française. Bon, monsieur Macron a dit, le droit de blasphémer est sacré. Alors, blasphémer en français, mon cher gros, suppose, entre autres, de désacraliser les autorités établies, qu'elles soient religieuses ou politiques ou sociales. C'est pas ça? Oui. Il y a un problème entre l'ambassadeur et son patron. Grave. Soit l'un se moque de l'autre, soit c'est l'incompétent des diplomates. Comment ton patron dit que le droit de blasphémer est sacré et toi tu te refuses qu'on blasphème la France? Puisque la France est une autorité établie. On ne doit pas toucher la France. Ton patron dit, oui, le patron dit que blasphémer est un droit sacré. Il a dit ça à l'occasion de Charlie Hebdo. Fait Charlie Hebdo contre le prophète Mahomet. Il est sorti pour dire que c'est inacceptable. En France, le droit de blasphémer est sacré. Ça fait partie de la liberté. Mon chien gosse. Il a écrit pour dire que nous avons dit qu'il est le premier raciste de France. Bon, non seulement Macron est le premier raciste de France, mais lui, un ambassadeur, là, il est à l'école du racisme. S'il n'est pas raciste. Non, soyez petit. Puisque la France a des fondements racistes. Hein. N'est pas arrivé qu'on exerce un racisme inconscient. C'est-à-dire, tu es raciste sans savoir que tu es raciste. C'est dans le jeu. Non, il faut donc qu'on lui apprenne ce que ça veut dire. Peut-être qu'il peut guérir de ça. Peut-être qu'il ne savait pas. Alors, ce n'est pas être raciste que de trouver normal qu'en France, le droit de blasphémer soit élevé au niveau d'un droit. N'est-ce pas, un droit de la presse par la plus haute autorité de l'État français, et venir en Afrique, n'est-ce pas, frémir, comme une poule mouillée, lorsque Dibier se rappelle les vérités élémentaires. Les vérités élémentaires sur le comportement de la France au Cameroun et en Afrique. Il y a un problème. Voilà le niveau de vos ambassadeurs. Hein. Et les gens courent tous les jours pour aller saluer un type comme ça. Les gens courent tous les jours pour aller à l'ambassade, boire un verre avec lui. Et ils sont fiers. Oui, ils filment ça, ils mettent dans les réseaux sociaux. J'étais avec l'ambassadeur de France. Que Dieu m'en préserve, moi, président Barakani. Les assassinats. Monsieur Macron était l'assassin. Ok. Il n'a pas assassiné Déby. Bon, je vous le concède, monsieur l'ambassadeur. Ok. Vous voulez qu'on vous rappelle la liste des présidents africains assassinés par votre pays? Vous voulez qu'on vous rappelle ça, vous, l'ambassadeur? Hein? Je suppose que vous n'avez pas lu. Qui va me payer? Il va me payer? Non. Il va me payer? Il faut le rappeler. Je suis payé pour enseigner celui qui est ambassadeur de France, l'histoire de son pays. Combien de présidents africains la France a assassiné? On a combien d'assassinats? La plus récente, c'est la d'une trentaine. Avant Déby, il y a eu Kadhafi. Ça, au moins, notre génération a vu ça. On arrête quelqu'un. C'est-à-dire, on peut le prendre et aller l'enfermer, lui faire un procès. On lui fait subir les sévices sexuels. On le tue et on tue ses enfants. C'est-à-dire que... moi, je connais la méthode. Non, c'est pas nous, c'est les Libyens. N'importe quoi. Les forces françaises ont arrêté Kadhafi et l'ont livré aux criminels dont ils ont fait autorité officielle de la Libye. Donc ils ont drogué, les criminels qu'ils ont drogués. Et fait autorité officielle de la Libye sous le nom du Conseil national de transition. Des criminels, des drogués, des terroristes reconnus. Mon cher, s'il te plaît. Ça dit que la France a fait ça. Ce monsieur parle. Il ose parler. Quand il fait à Madame Gbagbo, une fois qu'elle a été arrêtée, la décence autorise à parler de ça sur un plateau. Et dit que c'est une pratique d'État. C'est-à-dire que dans les procédures informelles de l'État français, il y a ces méthodes pour humilier les patriotes africains, casser leur morale et terroriser tout patriote potentiel. C'est-à-dire, mon cher gosse, vous arrêtez une dame, je ne parle pas de son mari. On a vu l'honneur qui a été réservé au président Gbagbo. Non, parce que quand on le provoque comme ça, il faut qu'on parle un peu. Ouais. L'honneur qui a été réservé au président Gbagbo, à mon deux vision, laissons ça.
Mais une dame. La grande France des Lumières, pays des droits de la femme, pays des transgenres, homme peut être homme le matin, femme le soir. Vous arrêtez une première dame, vous la livrez. Je suis comme mère d'enfant. Vous la livrez à de la racaille, que vous appelez rebelle, pour faire ce que la descente nous interdit de dire à Mondovision. Et un petit monsieur, parce qu'il y a un décret que la femme ambassadeur s'assoit, ose envoyer un courrier à DBS, l'homme est venu assis, descendant de Pharaon, fils d'un père qu'on appelle le vrai Dieu. Un type comme ça envoie un courrier, il nous parle. Déontologie de liberté de la presse. Je ne vais pas parler des présidents. Je ne parle pas des patriotes assassinés. Je ne parle pas des rois assassinés. Avant l'esclavage, durant l'esclavage, durant la colonisation. Je ne parle pas des populations, des villages, des peuples rasés et nantis. Moi, je suis le descendant. Et ce petit minable me parle à travers un courrier. Les temps vont venir. Où l'ambassade de France, les bombes vont atterrir à l'intérieur de l'ambassade de France. Et les bombes, on va les bombarder. Et il saura, s'il sera me parler sur les décombres d'une bombe, s'il va oser écrire un courrier pour dire qu'il ose nous répondre. On s'amuse un peu trop. Il faut que les gens arrêtent. Il y a limite à ne pas franchir, mon chien gosse. Mais il ne semble pas comprendre. Je termine. La déontologie de la liberté de la presse, anticolonialisme et néocolonialisme. Dites-moi comment vous êtes un pays colonisé. Vous êtes un pays sous impérialisme. Quand on veut recoloniser, comment vous exercez la déontologie de la presse? Comment vous conciliez la déontologie de la presse et la situation historique de votre pays? Et si en face de vous, quelqu'un passe le temps à vous rappeler déontologie, 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 de fait, ça veut dire quoi? Cette déontologie veut dire qu'on vous interdit de dénoncer les crimes du colon, du néocolon et du colonisateur. C'est pas ça en fait, mais qu'est-ce qu'on vit dans le pays actuellement? C'est-à-dire, nous là aujourd'hui, on veut nous forcer à remplacer, mon chien gosse, les termes historiques d'un débat. À savoir que nous sommes colonisés, nous sommes recolonisés. Nous n'avons jamais été libres. Nos souverainetés sont bafouées. On nous dit non, ne parlez pas de ça. Parlez de bonne gouvernance. Parlez de vos présidents dictateurs qui disent au pouvoir 1000 ans. Voilà. Parlez de la corruption. Parlez de la corruption. Voilà les débats fondamentaux. Et tout média qui ne parle pas de ça, tout média qui ne parle pas de ça, merci, est hors de la déontologie. Et on peut comprendre pourquoi. Vous savez pourquoi il peut oser faire ça? Parce qu'un pays comme le Cameroun, quelle est l'école de journalisme qui règne ici chez vous? C'est pas l'école française? C'est les sticks. C'est pas Georges Hervé Bourges? La référence? Mon chien gosse. Vous voyez à quel niveau on est colonisé là? C'est-à-dire qu'on peut comprendre pourquoi ce monsieur peut faire ça. Parce qu'il sait que qui va sortir pour le critiquer. Puisque tous ceux qui sont des grands journalistes chez vous ont pour repère les thèses de l'école française de journalisme. Et alors, mais si quelqu'un a pour repère en la matière l'école française de journalisme, sans commentaire. Je ne commente pas, mon chien gosse. Terminons, président. Oui. Plus que 10 minutes pour sortir cette édition. Qui est le leader de la censure sur Internet à l'heure actuelle? C'est la France. Le pays de lumière. Sans concurrent. Actuellement, quel est le leader de la censure sur Internet? C'est la France. Sans concurrent. Et moi, je vous corrige. Censurer veut dire promouvoir la liberté de la presse. Non. Alors, quel ambassadeur de France cesse de confondre le plateau DBS au salon où il convoque le Ouattara, les Macky Sall, les Nana Koudou, les Bazoum, quand ils sont en face d'eux, et quoi qu'ils parlent à l'Afrique. DBS n'est pas un salon où le président français et ses ambassadeurs rencontrent les Bazoum. DBS, c'est un plateau où il y a les pharaons. Hein? Les pharaons du XXIe siècle. Et les pharaons ne s'abaissent pas à discuter avec un ambassadeur de France. Pour nous, ce sont des minables. Ce sont des ennemis. Ce qui se passe en Ukraine n'est que l'avertissement. La prochaine fois, c'est l'Europe qui va être mise en état de siège. Écoutez-moi bien. Nous avons fait une manifestation devant le consulat de France au Cameroun en 2013. J'ai donné une lettre au consul de France, envoyée à M. Hollande, il était président. J'ai les archives. Que l'ambassadeur là, qu'il a demandé, et il peut le faire, ça va aller très vite, qu'on lui donne une copie du courrier que nous avons envoyé à son temps à M. Président de la France. Tout ce qui arrive aujourd'hui à la France, c'est écrit dedans. C'est écrit dans ce courrier. Tout ce qui arrive là, c'est écrit dans ce courrier, mon chien gosse. Ils doivent donc savoir à qui ils ont affaire. Moi, je ne tue pas les armes physiques. Ce n'est pas mon arme physique. Même si j'encourage, s'ils peuvent le faire, de le faire. Moi, Balakani, mon magistère, ce n'est pas avec les armes physiques. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Nous avons annoncé ce qui se passe en Ukraine. Mais ça, c'est rien.
la prochaine phase, on va annexer l'Europe. Mon cher gosse, on va annexer l'Europe. Et ce qui leur arrivera, je n'ose pas le dire. Messieurs, on va terminer, on va aller au pas de course, plus que 8 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Je vais commencer avec vous, André Kissel-Fanga, comme cette interrogation sur notre thème de ce matin, intimidation, néocolonialisme médiatique. Ils pensent qu'ils peuvent encore faire ce qu'ils faisaient à l'époque là. C'est terminé. Où Nicolas Sarkozy, ce petit nabo, criminel et prisonnier, se mettait à France 24. Je donne 72 heures au président Laurent Gbagbo. Un toxicomane, hein, pour quitter le pouvoir. Il a perdu les élections. Depuis l'Inde. Depuis l'Inde. Il a perdu les élections. Donc il faut qu'il quitte le pouvoir. Il pense qu'il va encore, c'est encore, Guilou veut se mettre à ce niveau-là. Mais ces déréglés mentaux doivent apprendre que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas la même Afrique d'hier. Nous avons compris le comportement barbare de ces gens. En fait, la déontologie n'existe pas. Journalistique, déontologie, politique, démocratie, tout ce qu'ils essayent de fabriquer là, tous ces 20 mots, des mots pieux qui n'existent nulle part. Parce que quand il faut défendre la France, RFI ne met pas les gants, hein? France 24 ne met pas les gants. Et nous aussi, pour défendre notre Afrique, nous n'allons pas mettre les gants. Parce que c'en est de trop. On a trop souffert. On continue même à souffrir. D'ailleurs, la preuve en est. Ils ont asséché toutes les sources de financement. Ils ont asséché toutes les possibilités d'émerger de l'Afrique. Parce que quand vous mettez un système en place comme le système vous appelez FMI, Banque mondiale, c'est pour faire quoi? C'est pour asphyxier les peuples. C'est pourquoi on n'est pas une économie, c'est pourquoi on n'est pas véritablement une émergence dans nos États. Donc, quand nous parlons de la France, nous parlons d'un pays maudit. La preuve en est. On avait dit que quand la France aura un jeune président, Nostradamus, la cathédrale démoniaque là, allait brûler. Vous savez qu'à la cathédrale là, il y avait des images bizarres. Oui. C'est la Notre-Dame de Paris. Et où des sodos africains sont allés cotiser. Vous savez que l'argent du contribuable africain, ils sont allés cotiser. Mais écoutez, on a vu la catastrophe des ECA. Dites-moi combien la France a cotisé pour le Cameroun. Dites-moi un seul investisseur français. D'ailleurs même, ça a été causé par qui? Par un Français qui n'a jamais payé le prix. Il a tué chiffre officiel, 71 personnes. C'est les chiffres officiels. Mais on sait qu'il y a eu plus de 200 morts dans la catastrophe des ECA. Vous avez eu une lettre de condoléances de la France? Est-ce que vous avez lu une lettre de condoléances de la France ou bien de l'ambassadeur français? Non. On a eu des catastrophes chez nous en Afrique, un peu de partout. Mais quand on a tué 4 petits sauvages à Charlie Hebdo, on a vu Yahya Bonnet aller pleurer en France. On a vu des chefs d'État s'arrêter les mains. Nous sommes Charlie, nous sommes Charlie. Ils sont combien qui ont pleuré pour nos cas, pour nos différents frères qui sont morts chez nous dans notre continent? Ils sont combien? Et on nous parle de liberté, on nous parle de démocratie, on nous parle de je ne sais pas quoi, de l'amour du prochain, qu'on doit aimer la France. Non, c'est incroyable dans cette affaire. Il faut dire, Bolloré a commis des gaffes. Continuer à esclavagiser des Africains. Monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas conseillé à votre négrier, n'est-ce pas, de créer de bonnes conditions pour les employés des sociétés de monsieur Vincent Bolloré. Quand nous le disons pas parce que nous détestons les Français. Et d'ailleurs, même j'ai le droit de détester quelqu'un. Parce que détester veut dire ne pas...